on arrête, on jette tout et on recommence. C'est ça, la recherche de médicaments, c'est extrêmement difficile. On dit toujours, oui, le laboratoire gagne de l'argent sur le dos des malades. Non, c'est pas vrai. Enfin, alors concrètement, en moyenne, un médicament, c'est 10 à 15 ans de recherche à financer, donc avec un coût de 1 à 2 milliards. C'est ça. Donc oui, ce sont des entreprises rentables. Nous sommes une entreprise rentable. On fait quelques millions de chiffres d'affaires, enfin de revenus, pardon, par an. On espère beaucoup plus cette année. Et donc oui, c'est à la fois la beauté de si on fait bien notre travail, c'est-à-dire si on trouve des médicaments et qu'on soigne des gens, alors c'est un très beau business. Marion Carré, on n'est pas du tout dans la santé. Avec vous, on est dans la culture, à la tête de Ask Mona. C'est le premier chatbot culturel français, assistant personnel. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Alors effectivement, on a commencé par là. On a commencé par cette envie de se dire comment est-ce qu'on peut permettre à chacun de trouver la bonne sortie culturelle en fonction de ses envies. Donc on s'est lancé là-dessus en 2017 et depuis, chemin faisant, ce qu'on fait a bien évolué. Aujourd'hui, on propose une solution aux institutions culturelles qui leur permet de gagner du temps, faire gagner du temps à leurs équipes et d'améliorer l'expérience de leurs visiteurs. Et pour vous expliquer plus concrètement ce que ça fait, je vais prendre un peu le parcours du visiteur qui se rend dans une institution culturelle. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience, des fois vous avez une question à poser. Par exemple, vous voulez savoir si vous pouvez venir avec votre valise ou pas. Si vous n'avez pas la réponse en temps voulu, il y a de fortes chances que vous ne vous rendez pas sur place. Donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de faire en sorte que n'importe quel visiteur puisse avoir la réponse à sa question avant de venir. Et on fait aussi gagner du temps aux professionnels des institutions culturelles pour répondre. Ça, c'est avant la visite. On lève les freins pour faire venir les publics. Pendant la visite, on vient enrichir l'expérience. On propose une solution qui permet par exemple de prendre en photo des œuvres d'art et à partir de là de démarrer une conversation pour en savoir plus, de recevoir par exemple des contenus audio, des vidéos, plein de choses qui peuvent vous donner de nouvelles clés de lecture pour comprendre ce que vous avez devant vous et augmenter un petit peu l'expérience. Et après la visite, on ne s'arrête jamais, on continue toujours à expérimenter. On vient de lancer une solution qui permet de prolonger l'expérience en utilisant quelque chose que les gens achètent beaucoup en boutique de musée, qui est le magnet, qui permet d'avoir au dos un QR code pour échanger avec un personnage, souvent un personnage historique en lien avec le lieu qu'on vient visiter. Donc c'est ce type d'expérience qu'on vient proposer en mobilisant l'intelligence artificielle pour les institutions culturelles. Et vous travaillez donc avec quoi? Des grands musées, des grandes salles de spectacle? Ce sont vos clients, c'est ça? C'est ça, des grands et des moins grands. C'est ça qui est vraiment important pour nous, c'est de pouvoir accompagner des institutions comme le Colisée à Rome, le Centre Pompidou, des très grosses institutions, mais aussi des institutions de plus petite taille parce qu'elles ont toutes des problématiques différentes et on cherche vraiment à leur apporter de la valeur et à améliorer l'expérience de leur public. D'un mot, vous êtes qui et comment vous avez créé cette boîte, Ask Mona? L'idée est venue d'un ancien projet qui consistait à valoriser l'histoire de Paris avec des formats innovants et des personnes qui demandaient des recommandations de sortie culturelle. Donc d'un premier projet est né un deuxième qui a ensuite évolué vers ce qu'on fait aujourd'hui. Olivier Babot, vous venez d'écouter Marion, Maximilien, vous avez même pris des notes. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est deux entreprises qui ont développé leur business grâce à l'intelligence artificielle, la recherche de médicaments pour l'un, les sorties culturelles pour l'autre. Ce sont deux exemples passionnants parce qu'ils sont très divers et pourtant c'est une goutte d'eau dans un océan d'initiatives incroyables en face desquelles on est. Vivre en 2023 et a fortiori entreprendre, c'est à la fois exaltant et extrêmement inquiétant. On a devant nous une magnifique roue, mais en fait la bonne représentation de ce sur quoi on est tous, ce serait une exponentielle. Vous voyez la fonction x2 par exemple? Une exponentielle, ce qu'il faut regarder, c'est pas la vitesse, c'est l'accélération. C'est pas la dérivée, c'est la dérivée seconde. C'est-à-dire le fait que ça va vite, mais ça va de plus en plus vite. Regardez, l'âge de pierre, il a duré 3,3 millions d'années. Pour passer de l'âge de bronze à l'âge de fer, il a fallu seulement 2000 ans. Pour passer du premier vol des frères Wright à un moment où on a marché sur la Lune, il a fallu 66 ans. Et pour que ChatGPT ait 5 millions d'utilisateurs, 1 million pardon, il a fallu 5 jours. Ça va de plus en plus vite et ça c'est troublant parce que le rythme fait beaucoup dans la capacité d'innovation. Quand vous aviez un siècle, quand vous aviez 1000 ans, a fortiori plusieurs millions d'années pour utiliser la même technologie, eh ben, les bouleversements sur évidemment la société n'étaient absolument pas à la même vitesse. Le problème c'est que jusque-là, il y a 6 mois, on aurait fait cette conférence. On aurait dit bon, l'intelligence artificielle c'est sympathique,
ça permet de faire des trucs bien, mais en gros, on a vu ce qu'il y avait à voir. On est sur un faux plat. Il ne va rien se passer de très important avant 30, 40 ans. Depuis 6 mois, c'est fini. Depuis 6 mois, on est en train de se rendre compte qu'on est en réalité à un moment de l'exponentielle, d'accélération vraiment complètement folle, où on ne compte plus en années, on compte en mois, peut-être même en semaines. Voilà. On n'attendait pas ChatGPT 4 aussi rapidement. Il faut se souvenir que ChatGPT 3.5, il avait du mal avec un exercice de CM2 de matin. ChatGPT 4, vous lui montrez une photo d'un exercice de concours d'entrée à Polytechnique, je crois le concours de physique, si je ne me trompe pas, il vous donne en quelques secondes le corrigé parfait. Voilà. Donc vous voyez l'exponentielle et l'extraordinaire progression. Il ne faut pas faire l'erreur de Kodak. Kodak n'a vu que la technologie, d'abord, il n'a pas vu que c'était le futur de son business, lui il vendait des pellicules, il avait la technologie des images, de la photographie numérique, il s'est dit bon bah c'est moche, c'est pas terrible, la qualité c'est quand même loin de l'argentique, ça m'intéresse pas. Il faut regarder la trajectoire. Et la trajectoire, elle est complètement, incroyablement bluffante. En fait, on ne sait pas décrire un monde dans lequel l'un des trucs les plus rares, avec peut-être le diamant et l'or, c'est-à-dire l'intelligence, va être disponible à coût marginal zéro pour tout le monde. Voilà. Et en fait, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de préparer la guerre d'hier. Vous savez, on l'a toujours fait. En 1939, on était hyper bien pour la guerre de 14. On était à fond. Les années 2000, c'était quoi? C'était les années start-up. Qu'est-ce qu'on faisait? C'était, les plateformes qui jouaient sur les coûts marginal zéro, et 2, l'idée de start-up qui allait prendre un besoin, aller faire le codage qui était un peu fastidieux derrière, et puis proposer l'app sur l'App Store. Et puis c'était comme ça qu'on voulait faire fortune. Ok? Même si faire fortune n'est pas le but absolu, l'idée c'est aussi une aventure évidemment. Aujourd'hui, le risque c'est qu'avec ChatGPT, vous puissiez être chacun d'entre vous dans cette pièce et tout le monde dans le monde entier, le codeur de votre propre application à volonté puisqu'elle sait coder elle-même. C'est-à-dire qu'on abaisse encore plus le seuil d'entrée dans la capacité à l'innovation et à la production. Exactement comme, et je termine là, mais de la même façon que les réseaux sociaux ont fait de nous tous des médias, on est tous notre propre média. De la même façon, là, avec ChatGPT, on peut être tous notre propre programmeur, notre propre entrepreneur, le propre fournisseur d'activité. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'activité, qu'il n'y a plus d'entreprise, mais il y a des possibilités inouïes qui sont en train de naître, mais c'est très difficile de dire quelle forme ça va prendre. Alors justement, c'est intéressant parce que vous utilisez des termes comme bluffant, troublant, Olivier Babot. La question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on en tire profit? Est-ce qu'on doit freiner cette courbe ascendante en permanence? Certains commencent à s'inquiéter, Elon Musk notamment. Au niveau de l'Union européenne, on commence aussi à vouloir un petit peu freiner tout ça. Qu'est-ce qu'il en est exactement, justement? Il faut le freiner, il faut laisser aller, il faut prendre un petit... Essayer de freiner un TGV à pleine vitesse. Qu'est-ce qu'on va faire? L'Europe va dire, nous, on ne va pas toucher à ça? Est-ce que c'est à peu près comme dire, nous, la révolution du néolithique, l'agriculture, on n'en veut pas? L'Australie avait essayé. Nous, on n'a pas envie de la roue, parce que non, on n'a pas envie non plus de l'eau courante, parce que ça va faire mettre des gens au chômage. C'est juste pas possible en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné où la puissance économique et la puissance militaire sont liées profondément à la technologie dont vous disposez, toutes ces technologies par exemple de cybersécurité et en phase d'attaque, si vous ne les avez pas, si vous décidez de ne pas vous armer et de ne pas changer votre société au contact de ces technologies, vous allez juste vous faire bouffer par les autres. Et je vous signale que dans le monde, on n'est pas totalement tous avec le même état d'esprit, si vous avez un peu remarqué. Hein. Donc si avec l'Europe dans le monde, à la limite, on pourrait dire, nous on est tous des gentils. Donc c'est formidable. Embrassons-nous folle vie, faisons une ronde. On arrête l'eau, le robinet. Voilà, on arrête l'eau et puis on dit bon ça va. Non, malheureusement je pense que tous les anathèmes et toutes les tentatives de freiner les manipulations biologiques par exemple, elles font juste que nous on prend du retard. Je pense qu'il faut avancer d'abord et réguler ensuite. Sachant que le risque en plus, c'est comment tirer profit de l'intelligence artificielle. Le risque, c'est que l'intelligence artificielle tire profit de nous, hein, en fait. Très concrètement et beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Voilà. Le regard justement de deux utilisateurs de l'IA sur ce côté, je vais dire, insubmersible quelque part que décrivait Olivier, mais quand il disait insubmersible, il disait voilà, c'est ça, c'est la réalité, voilà, il faut faire avec justement. Maximilien. Je ne vois pas, ne vis pas, n'entends pas ça comme un risque, mais comme une immense opportunité. Concrètement, moi, c'est mon business. Je pense qu'on va trouver des médicaments qu'on n'aurait pas pu imaginer sur l'intelligence artificielle. Je pense que ChatGPT donne accès à de la connaissance et de la créativité. C'est ça qui est ouf.
à des gens qui n'y avaient pas accès. Je pense que tout simplement écrire un mail, c'est d'avant-hier et que demain on demandera à ChatGPT rapidement de nous écrire un truc. C'est du gain de temps, c'est pour des... Bref, c'est immensément d'opportunités. Et donc je ne comprends pas tellement l'idée de se dire oh, les opportunités sont tellement folles, freinons des quatre fers. C'est pas du tout ce qu'il a dit, Olivier. Non, j'allais dire que je m'aligne totalement. Avec ton message. Oui, bien sûr. Marion. Effectivement, on n'a pas, je pense, les moyens d'arrêter ça pour toutes les raisons économiques, géopolitiques, ou si nous on arrête, forcément ça va continuer à se déployer par ailleurs. Et surtout dire, il faut arrêter, il ne faut pas aller plus loin que les possibilités avec par exemple GPT-4. C'est ignorer ce qui se passe déjà. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a déjà un grand nombre de bouleversements. Il y a déjà la capacité de démultiplier un certain nombre d'effets complets et compliqués sur, par exemple, le fait de pouvoir créer des fake news à l'appel. Il y a déjà des enjeux qui sont très importants, mais la bonne nouvelle, c'est que comme l'intelligence artificielle, alors là, ça y est, c'est de nouveau en plein boom, mais en fait, on a des décennies de recul sur cette technologie, avec à chaque fois des forts espoirs, et ensuite des périodes qu'on a appelées des hivers, donc plusieurs fois c'est retombé, c'est remonté, etc. Mais donc il y a des gens qui ont posé le temps de se poser des questions sur la partie éthique. Qu'est-ce qu'on souhaite faire ou non. Moi je trouve ça très bien qu'on soit rassemblés ici aujourd'hui, que vous soyez tous présents autour pour qu'on puisse tous chercher à comprendre, ok, mais au-delà des craintes, qu'est-ce que ça fait et comment on peut s'en servir? Justement, Olivier Babot, comment on peut s'en servir? Comment des futurs dirigeants d'entreprise ou repreneurs d'entreprise qui sont autour de vous peuvent en profiter? Comment la France peut-être a une carte à jouer? Voilà, puisqu'il faut profiter de ce mouvement et surtout pas le freiner, parce qu'on ne peut pas le freiner, et vous avez raison, il ne faut pas miser sur le passé, il faut miser sur le futur. Déjà, tout le monde va en profiter parce que l'IA générative, parce que c'est ça, il n'y a pas de ChatGPT, il y en a d'autres, notamment. L'IA générative, c'est ce qu'on appelle une GPT, justement, une General Purpose Technology. C'est une technologie à usage général, comme l'écriture, la vapeur, l'électricité. Et c'est des choses qui provoquent des révolutions extrêmement profondes. C'est une nouvelle révolution complètement folle qu'on va tous pouvoir utiliser. Je crois que nous tous, autour de nous, on a des gens qui commencent tous les jours à travailler ChatGPT. Avec ChatGPT, hier, vous commenciez, vous ouvriez Google en arrivant le matin au bureau. Aujourd'hui, vous allez être en permanence en dialogue avec votre IA générative qui va vous permettre, qui sera peut-être d'ailleurs votre compagnon, votre compagne, votre amant, votre psy, le conseiller. Ça peut être une infinité de choses. Alors, la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va rester à l'humain, d'ailleurs en grande partie. Alors comment tirer parti de profit d'intelligence artificielle? Il y a un grand principe que tout le monde connaît. Au moment de la ruée vers l'or, les seuls qui gagnent de l'argent, c'est les vendeurs de pioches. Il faut donc vendre la pioche. Est-ce que j'ai la réponse à qu'est-ce que la pioche pour ChatGPT? La réponse est non, mais voilà, je vous ai déjà dit ça. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui va rester, c'est-à-dire qu'est-ce qui va rester rare? Parce que l'économie, c'est la science de la rareté. S'il n'y a plus de rareté, en fait, théoriquement, le problème économique est réglé. Puisque, alors, il y a encore des trucs qui vont rester rares. La place en première ligne devant la mer, par exemple, ça c'est rare. Alors l'intelligence humaine ne le sera plus, et donc ça va créer quelque chose d'assez inédit. Il y a un truc qui va être rare, je vais vous dire. C'est la présence physique. Alors, je donnais tout à l'heure un exemple là, dans le studio, mais vous devez embaucher quelqu'un. Vous allez recevoir un magnifique CV avec une magnifique lettre de motivation. Est-ce que vous allez la lire? La réponse est non. Elle va être écrite par l'ordinateur. Le mail écrit par l'ordinateur, vous allez aussi le lire. Vous allez peut-être le faire lire à votre propre ChatGPT d'ailleurs. Qu'est-ce qui va rester? La vraie présence, le vrai être humain qui va être en face de vous. L'humain va rester un moment, c'est-à-dire que l'humain va être totalement aidé par l'intelligence artificielle. Olivier citait l'exemple de CV. Un DRH doit recevoir à peu près, j'en sais rien, des milliers de CV dans ça, et si c'est pas plus quand c'est les grands laboratoires. Donc l'intelligence artificielle va faire le tri. À un moment, il y a quand même un humain, un médecin qui est derrière, ou je sais pas. En fait, je pense que ça pose la question de comment est-ce qu'on se perçoit. On n'est pas juste des personnes qui produisons du texte toute la journée ou qui produisons des images, et en fait, on fait beaucoup plus de choses. Et sur certaines professions, par exemple, avant tous ces ChatGPT et compagnie, il y avait cette émergence du prompt art quelques mois avant, ce texte qui se transforme en image, et on a dit c'est terrible, les artistes vont disparaître. Ouais. Mais en fait, un artiste, ça fait beaucoup plus que juste produire une image. Et ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer les pratiques autour de ça. Si aujourd'hui l'image ne suffit plus, si aujourd'hui la lettre de motivation ne suffit plus, il y a des usages à changer, mais en tant qu'humain, on fait beaucoup plus que produire des textes, des images ou des choses comme ça. C'est plutôt des outils à mobiliser pour nous consacrer du temps ensuite sur d'autres aspects, mais ça ne peut pas remplacer beaucoup de choses de ce qu'on fait et de ce qui fait notre essence
en tant qu'être humain. Ça aide, mais ça ne remplace pas. Maximilien. Non, je crois que je suis tout à fait aligné avec ça, c'est-à-dire que tous ces outils, par exemple le CV, etc., c'est pour gagner du temps. On aura un outil de plus qui nous permettra de gagner du temps et d'avoir une relation avec le candidat ou la candidate, par exemple, beaucoup plus riche, par exemple présentiel, par exemple à poser des questions beaucoup plus de fit, avec le fit en termes de caractère. C'est pas ChatGPT qui va vous inventer un caractère. Est-ce que vous cherchez une boîte dans laquelle les gens vous vendent des pitbulls, ou est-ce que vous cherchez une boîte de bisounours, ou est-ce que vous cherchez une boîte de... En fait, on va pouvoir se concentrer sur des choses qui sont plus de l'individu, je crois, et pas du general purpose. Donc la technicité... On va se resserrer sur le personnel, sur l'humain. La personne. Ouais. Et la créativité de chacun est loin d'être...